Oubliez les légendes polies et les samouraïs impeccables. Ce soir, nous plongeons dans la boue, le sang et la volonté de faire d'un homme qui a redéfini à lui seul ce que signifie être un guerrier, Miyamoto Musashi. De ses duels invaincus à la sagesse gravée dans le traité des 5 roues, son héritage nous murmure encore à travers les siècles. Ce soir, nous commençons avec la vie et le parcours remarquable de Miyamoto Musashi, le légendaire épéiste, artiste et philosophe japonais dont l'esprit intrépide a contribué à façonner la voie du samouraï. De ses duels invaincus à la sagesse gravée dans le traité des 5 roues, l'héritage de Musashi nous parle encore à travers les siècles, inspirant les guerriers de l'esprit comme de la lame. Alors, avant de vous installer confortablement, prenez un moment pour aimer la vidéo et vous abonner, mais seulement si vous appréciez sincèrement ce que je fais ici. Et dites-moi dans les commentaires d'où vous nous rejoignez et quelle heure il est chez vous. C'est toujours fascinant de voir qui se joint à nous du monde entier. Maintenant, baissez les lumières, allumez peut-être un ventilateur pour ce doux bourdonnement de fond, et glissons ensemble dans le voyage de ce soir. Votre histoire commence en 1584, durant ce que les historiens appellent poliment une période compliquée au Japon, et que vous, si vous aviez pu parler en tant que nouveau-né, auriez qualifié de désordre absolu. La période Sengoku, ou l'ère des provinces en guerre, était moins axée sur les cérémonies de thé poli et plus sur qui pouvait poignarder dans le dos le plus vite, faire marcher ses armées le plus rapidement et construire les plus grands châteaux. En gros, c'était la version japonaise médiévale d'un marché immobilier agressif. Sauf qu'au lieu de perdre une guerre d'enchères, vous perdiez votre vie. Vous êtes né dans un petit village appelé Miyamoto, niché dans les collines accidentées de la province de Harima. Votre famille ne roule pas sur l'or. Pas de couche en soie luxueuse pour vous. Vous étiez plus probablement emmailloté dans un tissu paysan rêche et on vous a tendu une cuillère en bois pour vous défendre des courants d'air froid. Félicitations. La vie vous offre votre première arme d'entraînement à la naissance. Votre père, Shinmen Munize, est un épéiste professionnel. Et par professionnel, nous entendons qu'il prend l'art de trancher des choses très au sérieux. C'est un homme dur, un professeur sévère, et pas exactement le genre de père à jouer à la balle dans le jardin. Non, son idée d'un moment de complicité avec son fils aurait été « Tiens, voilà un sabre en bois, Musashi. Essaie de ne pas pleurer quand tu tomberas. » L'affection est rare, les éloges sont plus rares encore, et les câlins doux sont pratiquement inexistants. Mais dans un monde brutal et impitoyable, la douceur pouvait vous faire tuer. Votre père n'élevait pas un enfant. Il forgeait une arme. Dès le début, il y a une sauvagerie en vous. Vous n'êtes pas l'enfant bien rangé et bien élevé qui s'incline poliment et mémorise des versets. Vous êtes bagarreur, indiscipliné, et sentiez probablement la boue la moitié du temps. Pendant que les autres enfants jouaient à chat, vous cherchiez probablement comment leur tendre une embuscade derrière un arbre et déclarer la victoire. Présage subtil pour votre future carrière. En bref, dès l'instant où vous avez cligné des yeux sous le soleil aveuglant du Japon, votre destin vous murmurait déjà à l'oreille. Vous n'étiez pas destiné à vivre une vie tranquille et paisible. Vous étiez destiné à combattre, à errer, et à graver votre nom dans l'histoire, un duel à la fois, de préférence avec un air légèrement débraillé. Et à en juger par l'état du pays, vous alliez avoir beaucoup de pratique. L'éducation par la lame. Votre terrain de jeu n'est pas un champ herbeux ou un jardin douillet. C'est la terre battue du village de Miyamoto, où le vent sent la fumée, l'acier et un peu trop le cheval. Oubliez les berceuses et les contes de fées. Vos histoires pour dormir parlent de samouraïs héroïques fendant leurs ennemis en deux d'un seul coup. Votre mobile de berceau était probablement composé de quelques sabres rouillés suspendus dangereusement au plafond. Dès que vous pouvez marcher, ou plutôt tituber comme un minuscule guerrier ivre, votre père, Munize, vous fait saisir des sabres d'entraînement. Pendant que les autres enfants apprennent à écrire des kanji simples, vous apprenez à parer un coup mortel. Appelez ça une éducation non conventionnelle. Il n'y a pas de trophée de participation dans votre foyer. Si vous perdez un combat d'entraînement, vous ne recevez pas de biscuits. Vous recevez une nouvelle ecchymose et une leçon sur pourquoi l'hésitation équivaut à la mort. Munize est un homme dur. La légende dit qu'il a remporté des duels officiels sous le shogunat Ashikaga, mais être père n'était pas vraiment son point fort. Son amour est tranchant, pratique, et délivré avec la subtilité d'un coup de canon. Un éloge ? Peut-être une fois, quand vous n'êtes pas tombé à plat ventre après un coup violent. Sinon,
Le silence. Car dans son esprit, la survie est sa propre récompense. Et pourtant, quelque chose en vous prospère sous cette pression. Tandis que d'autres garçons rêvent de festins et de gloire, vous rêvez de rythme de bataille, de prédire le prochain mouvement d'un adversaire avant qu'il ne le fasse. Vous ne voyez pas le sabre comme une simple arme. Vous le voyez comme une extension de vous-même, comme un battement de cœur de fer résonnant dans vos mains. Vous n'êtes pas choyé. Vous n'êtes pas réconforté. Au lieu de cela, vous êtes affûté, jour après jour brutal, comme une lame contre une pierre à aiguiser. Même enfant, vous commencez à saisir la froide vérité de votre monde, la victoire ne consiste pas à être plus fort. Elle consiste à être plus intelligent, plus rapide, et juste un peu plus méchant que le gars en face de vous. Les villageois chuchotent à votre sujet. Cet enfant sauvage avec un regard trop perçant pour son âge. Ce garçon qui ne pleure jamais quand il saigne. Certains secouent la tête. D'autres acquiescent avec respect. Mais une chose est claire, au moment où vous êtes à peine un adolescent, vous êtes déjà quelque chose de différent. Pas seulement un garçon. Quelque chose de bien plus dangereux grandit en vous. Le premier sang. Cela se produit quand vous avez 13 ans, cet âge délicat où la plupart des enfants essaient de comprendre comment attraper un poisson ou peut-être survivre à un concours d'orthographe. Vous, cependant, vous vous préparez à commettre un meurtre légalisé. Bienvenue au Japon féodal, où la puberté s'accompagne de combats à l'épée. Un samouraï itinérant nommé Arima Kie se présente en ville. Il vient d'une école d'arts martiaux locale, et il est assez arrogant pour penser qu'un garçon de village n'oserait jamais le défier. Grosse erreur. La nouvelle se répand rapidement, Musashi va se battre en duel contre un vrai samouraï. Les villageois se rassemblent, chuchotant et plaçant des paris discrets. Même votre propre famille vous regarde comme on regarderait un poulet marchant dans l'antre d'un renard. Ils s'attendent à un massacre. Ils s'attendent à ce que vous soyez celui au sol, saignant et embarrassé. Mais voilà le truc, vous n'êtes pas intéressé par la défaite. Vous avez 13 ans, vous êtes bagarreur, furieux contre le monde, et vous maniez un sabre en bois qui sent encore le feu de bois. Ce n'est pas exactement la matière des légendes héroïques. Pourtant, quand le duel commence, Arima Kie fait ce que font les épéistes chevronnés, il vous sous-estime. Peut-être est-ce votre taille. Peut-être est-ce le fait que vous avez probablement encore de la saleté sur le visage de ce matin. Grosse erreur numéro 2. Sans salut formel ni discours dramatique, vous foncez, rapide, sauvage, instinct brut. Vous le prenez par surprise, le percutant avec toute la grâce d'une avalanche. Avant que les villageois ne puissent pousser un soupir, avant qu'Arima ne puisse même se ressaisir, il est au sol, gémissant, saignant, humilié. Un samouraï adulte vaincu par un adolescent aux pieds nus maniant une branche d'arbre glorifiée. Vous ne vous contentez pas de gagner. Vous annoncez au monde que Musashi n'est pas un nom à ignorer. C'est un nom à craindre. Bien sûr, la réaction de votre père est compliquée. De la fierté, peut-être, du soulagement. Certainement, mais aussi une pointe de peur, car même Munizé peut le voir maintenant. Le garçon qu'il a forgé commence à dépasser même ses attentes brutales. Quant à vous, vous ne ressentez que de la clarté. Vous êtes né pour ça. Pas pour cultiver la terre, pas pour vous incliner et ramper, mais pour vous battre, pour vaincre, pour vous élever. Le premier sang a été versé. Et quelque part au fond de votre jeune cœur, vous réalisez que ce ne sera pas le dernier. La voix du Ronin. On pourrait penser qu'après votre premier duel public et votre première victoire publique, la vie pourrait se calmer. Peut-être un bon apprentissage. Peut-être un emploi stable à sculpter des sandales ou à réparer des toits. Vous savez, quelque chose de normal. Aucune chance. À 15 ans, vous prenez une décision que la plupart des adultes n'oseraient pas prendre. Vous quittez la maison. Pas d'adieu larmoyant. Pas de panier repas. Juste un sabre, une cape de voyage en lambeaux et un refus obstiné de vivre une autre vie que la vôtre. Vous devenez un errant, un RNIRN. Dans un monde où le statut est tout, où être lié à un seigneur offre protection et but, vous ne choisissez absolument rien de tout ça. C'est comme se présenter à une foire à l'emploi médiéval, renverser la table et s'enfoncer dans les bois en sifflotant. Pourquoi? Parce qu'au fond de vous, vous savez que si vous vous attachez à la maison de quelqu'un d'autre,
aux règles de quelqu'un d'autre, vous ne deviendrez jamais le guerrier que vous êtes censé être. Vous n'êtes pas ici pour faire de la politique. Vous n'êtes pas ici pour polir des armures et verser du saké pour un seigneur potelé. Vous êtes ici pour maîtriser le sabre selon vos propres termes, ou pas du tout. Bien sûr, l'errance n'est pas exactement glamour. Vous dormez sous les arbres, pas sous des baldaquins de soie. Vous mangez ce que vous pouvez trouver, ce qui signifie souvent du riz si vous avez de la chance, de l'écorce si vous n'en avez pas. Vos compagnons de voyage, ce sont surtout des corbeaux, des chiens errants et l'occasionnel garçon de ferme curieux qui murmure « Maman, pourquoi cet homme a-t-il l'air de ne pas s'être lavé depuis un an ?» Mais vous vous en fichez. La nature sauvage devient votre dojo. Les rivières aiguisent vos sens. Le vent froid vous enseigne la patience mieux que n'importe quel vieux maître. Et à chaque kilomètre que vous parcourez, vous vous dépouillez d'un morceau du garçon que vous étiez. Le gamin du village aux pieds boueux, disparu. L'adolescent ambitieux qui a battu un samouraï, toujours là, mais se transformant en quelque chose de plus féroce. Vous commencez à chercher des dojos, défiant leurs meilleurs élèves en duel, apprenant de chaque coup, de chaque échec, de chaque victoire. Vos compétences évoluent vite, trop vite pour que le monde continue de vous ignorer. Les gens commencent à murmurer votre nom le long des routes poussiéreuses et dans les auberges enfumées. Il y a un RNIRN sauvage là dehors. Un garçon avec une lame plus tranchante que l'esprit de la plupart des hommes. Et quelque part sur ces routes sans fin, une nouvelle pensée grandit en vous. Peut-être que le sabre n'est pas seulement fait pour tuer. Peut-être est-ce un chemin vers quelque chose de plus grand que la survie. Il vous suffit de continuer à marcher. Le guerrier indompté. S'il y a une chose qui vous sépare des autres samouraïs de votre temps, c'est ceci, vous n'en avez pas l'air du tout. Le samouraï typique entre en ville avec ses cheveux soigneusement huilés, son armure polie comme un miroir, ses sabres bien rangés à sa hanche comme des insignes d'honneur. Pendant ce temps, vous vous présentez comme si vous veniez de vous battre avec un ours. Et peut-être que c'est le cas. Vos cheveux sont en désordre. Vos vêtements sont déchirés, tachés, parfois à moitié manquants. Vos pieds, probablement boueux, certainement calleux. Vous n'êtes pas l'image soigneusement entretenue de l'élite guerrière. Vous êtes quelque chose de plus rare, de bien plus troublant. Vous ressemblez moins à un samouraï courtois qu'à un loup sauvage qui aurait appris à marcher sur deux pattes et qui aurait, d'une manière ou d'une autre, ramassé un sabre en chemin. Et les gens le remarquent. Oh, ils le remarquent. Au début, ils rient. Qui pourrait vous prendre au sérieux? Vous semblez plus apte à poursuivre des poulets qu'à affronter des guerriers chevronnés. Mais le rire se transforme en confusion. Puis en peur. Parce qu'une fois que vous dégainez votre sabre, une fois que vous vous déplacez, toute cette crasse, cette saleté et cette énergie féroce se transforment en quelque chose de terrifiante efficacité. Pas de mouvements inutiles, pas d'hésitation, juste une violence pure et non filtrée, livrée avec la grâce d'un prédateur. Dans les duels, vous ne dansez pas en échangeant de jolis coups pour le saké de la cérémonie. Vous visez la mort, rapide, laide, finale. Ce n'est pas déshonorant. C'est la survie. C'est la compréhension que les batailles ne sont pas gagnées par celui qui a la plus belle allure en maniant son sabre. Elles sont gagnées par celui qui s'en va encore en vie. Les samouraïs polis, eux, s'inquiètent encore de savoir si leur casque est droit. Vous êtes déjà à l'intérieur de leur garde, écrasant leur fierté dans la poussière. Les rumeurs commencent à tourbillonner autour de vous comme des feuilles d'automne. Il se bat comme un démon. Il ne se bat pas pour gagner des points, il se bat pour survivre. Si vous le voyez, fuyez dans l'autre sens. Vous devenez une histoire de fantôme vivante, transmise de village en village, murmurée autour d'un saké bon marché et de feux de camp. Mais vous vous fichez de la réputation. Vous vous fichez même de gagner la gloire. Vous ne vous souciez que d'une chose, devenir meilleur, plus tranchant, plus mortel. Parce qu'au fond de vous, vous savez que le monde n'est pas tendre avec les loups. Et seuls les plus féroces survivent. L'art de la victoire. Avec la route comme maison et un sabre pour oreiller, vous plongez tête la première dans un nouveau passe-temps, défier des inconnus dans des combats mortels. Certains collectionnent les coquillages. Vous collectionnez les victoires, de préférence avant le déjeuner. C'est une stratégie simple, entrer dans une nouvelle ville, trouver le dojo local ou l'épéiste le plus arrogant du coin, le défier en duel,
gagnez, et passez à autre chose. Vous êtes comme une catastrophe naturelle à vous tout seul, laissant une traînée d'ego meurtri et d'os brisés partout où vous allez. S'il y avait un office du tourisme pour le Japon rural, il mettrait des panneaux d'avertissement, attention, passage de RNIRN sauvage. Et le meilleur dans tout ça, c'est que personne ne sait comment vous prendre. Vous êtes trop imprévisible, trop brut. Vous ne vous battez pas selon les règles, principalement parce que vous n'avez probablement jamais lu le livre en premier lieu. Vous ne portez pas d'armure sophistiquée. Vous ne vous inclinez pas 6 fois avant de dégainer votre lame. Vous n'attendez pas poliment que votre adversaire compose un IQ avant la première frappe. Non. Vous les évaluez en un instant, trouvez le chemin le plus rapide vers la victoire et le prenez. Brutal, efficace et sans excuse. Parfois, vous utilisez un vrai sabre, parfois un bâton en bois. Une fois, selon des légendes ultérieures, vous avez battu un homme jusqu'à l'inconscience avec une rame de bateau trouvée au hasard. Parce que pour vous, ce n'est pas l'arme qui compte. C'est l'esprit qui est derrière. Et votre esprit, aussi tranchant que le fil d'un katana, est 2 fois plus dangereux. À chaque duel, vous apprenez non seulement sur la technique, mais aussi sur les gens. Comment ils télégraphient leur peur par des mains tremblantes. Comment leurs yeux s'écarquillent une fraction de seconde avant de frapper. Comment l'orgueil les rend toujours prévisibles. Vous ne combattez pas seulement des corps. Vous démantibulez des esprits. À la fin de votre adolescence, votre tableau de victoire est ridicule. Plus de victoires que d'anniversaires, plus d'adversaires meurtris qu'il n'y a de saveur de saké. Vous ne restez pas pour vous prélasser dans votre gloire. Pas de cérémonie de remise de trophées, pas de défilé. Vous hochez la tête une fois, marmonnez peut-être quelque chose de profond comme « HM » et vous dirigez vers la prochaine route poussiéreuse. Le prochain adversaire, la prochaine leçon. Parce que quelque part en vous, vous savez que vous ne vous battez plus pour l'argent ou même pour la survie. Vous vous battez parce que cela vous façonne en quelque chose d'inartable. Quelque chose que même vous commencez à peine à entrevoir. La liberté du samouraï sans maître. Au moment où vous atteignez la fin de votre adolescence, vous vous êtes forgé une réputation qui se situe quelque part entre le prodige de l'épée redoutable et ce type légèrement terrifiant qui pourrait manger des clous au petit déjeuner. Ce qui vous distingue vraiment, ce n'est pas seulement votre bilan de combat. C'est le fait que vous refusez de faire ce que tout le monde attend. Vous ne jurez allégeance à aucun seigneur. Vous ne vous attachez pas à un dojo ou à une bande de guerriers. Vous êtes fièrement et obstinément un RNIRN, un samouraï sans maître. Dans une culture où celui que vous servez est presque plus important que qui vous êtes, c'est fondamentalement comme se présenter à un banquet royal en haillons boueux et défier l'hôte à un bras de fer. Les samouraïs respectables vous regardent comme si vous étiez une sorte de scandale ambulant. Pas de maître, pas de protecteur, pas d'adresse permanente. Il doit être faux. Mais voici ce qu'ils ne comprennent pas, la liberté est votre lame la plus aiguisée. Sans maître à impressionner, vous ne répondez qu'à vous-même. Sans jeu politique, vous consacrez votre énergie à perfectionner vos compétences au lieu de polir les bottes de quelqu'un d'autre. Sans château à protéger, vous portez toute votre vie sur votre dos. Léger, rapide, prêt. Bien sûr, la vie est rude. Vous ne recevez pas d'armure de luxe en cadeau. Vous n'assistez pas à d'élégantes cérémonies du thé où des femmes nobles gloussent derrière des éventails en soie. Vous n'avez même pas un dîner fiable la plupart des soirs. Une semaine mémorable, vous survivez entièrement grâce à des radis volés et à des poissons de rivière douteux. Mais ce que vous obtenez est inestimable, la capacité d'évoluer, de vous adapter et de grandir au-delà des limites rigides fixées par la tradition. Partout où vous allez, des seigneurs et des généraux essaient de vous recruter. Certains offrent de l'or, d'autres des chevaux de qualité, des terres, des kimonos en soie. Quelques-uns offrent même des filles, bien que franchement, étant donné votre apparence sauvage et votre odeur constante de feu de camp, il n'est pas clair si ces offres sont sérieuses ou simplement optimistes. Et chaque fois, vous vous inclinez, en quelque sorte, et refusez, parce que votre chemin n'est pas pavé d'or. Il est pavé de sang, de sueur et de révélations silencieuses. Vous n'êtes pas ici pour être le serviteur de qui que ce soit. Vous êtes ici pour maîtriser quelque chose de plus grand, l'art de la guerre, l'art de la stratégie, et peut-être l'art de vous maîtriser vous-même. Vous êtes Miyamoto Musashi. Sans maître, sans peur, et ce n'est que le début. L'esprit,
l'arme ultime. Quelque part entre votre 100e duel et votre 1000e piqûre de moustique endormant sous les étoiles, quelque chose change en vous. Se battre n'est pas seulement une question de force. Ce n'est pas seulement une question de vitesse. C'est voir le monde différemment. Vous commencez à réaliser que le sabre n'est que la surface. Sous chaque choc d'acier se cache une bataille d'esprit, une conversation silencieuse faite de feintes, de pression, de rythme et de peur. La victoire n'appartient pas au plus rapide, ni même au plus fort. Elle appartient à celui qui comprend. Alors, vous commencez à penser différemment. Lorsque vous approchez un adversaire maintenant, vous n'étudiez pas seulement sa posture ou son sabre. Vous l'étudiez, lui. Comment il retient la tension dans ses épaules? Comment il cligne des yeux quand il est nerveux? Comment il hésite quand le vent soulève la poussière sur son visage? Vous commencez à prédire les mouvements avant qu'ils ne se produisent. Pas par magie, mais par une attention brutale à la faiblesse humaine. Vous réalisez qu'un duel se gagne bien avant que la première lame ne s'élance. Il se gagne au moment où votre adversaire doute de lui-même. Il se gagne au moment où il se sent comme une proie et où vous vous sentez comme la tempête qui vient pour lui. À bien des égards, vous cessez complètement de combattre les gens. Vous commencez à combattre leurs intentions. C'est à ce moment que vous commencez vraiment à vous séparer du reste du monde des samouraïs. Pendant que d'autres s'affairent à mémoriser des techniques anciennes et à polir les mêmes formes de sabre éculé, vous inventez quelque chose de nouveau, de terrifiante efficacité. Vous transformez le duel en un jeu d'échecs joué à la vitesse de l'éclair. Parfois, vous gagnez avant que l'adversaire ne réalise même que le combat a commencé. Un subtil changement dans votre posture, un sourire, un vrai, ou quelque chose d'assez proche pour lui faire peur, un mouvement inattendu brisant toutes les règles de style et de tradition. Et quand il tombe, confus et vaincu, ce n'est pas seulement parce que vous avez frappé plus fort. C'est parce que vous viviez avec un coup d'avance, et ils ne l'ont jamais réalisé. Vous commencez à voir la vie elle-même de cette façon. Tout est stratégie. Tout est timing. Tout est l'équilibre entre l'immobilité et l'action soudaine et sans pitié. Le sabre n'est qu'un outil. La véritable arme est l'esprit. Et le vôtre, aiguisé par les épreuves, la faim et les batailles sans fin, devient aussi mortel que n'importe quelle lame que vous pourriez jamais manier. Nitan Ise-Hachiri, la voie des deux sabres. Quelque part le long des routes sans fin que vous parcourez, battu, meurtri et légèrement plus piqué par les moustiques que n'importe quel guerrier légendaire ne devrait l'admettre, vous avez une autre révélation. Pourquoi se contenter d'un seul sabre quand on peut en manier deux? Oui, deux mains, deux sabres. Un concept révolutionnaire que chaque samouraï respectable, dans son château poli, mépriserait tout en ajustant soigneusement son armure très formelle et très traditionnelle. Vous, cependant, n'avez pas le luxe de vous soucier de la tradition. Vous vous souciez de rester en vie. Vous vous souciez de gagner. Alors, vous commencez à vous entraîner sans relâche. Un katana dans une main, un wakizashi, le sabre plus court, dans l'autre. Le cerveau de la plupart des gens court-circuite rien qu'en y pensant. Mais comment parez-vous et attaquez-vous en même temps? Mais les styles, les écoles, les formes sacrées. Pendant ce temps, vous êtes dans les bois, réduisant des troncs d'arbres en éclats, apprenant à bouger les deux bras indépendamment, fluide comme l'eau, imprévisible comme un orage d'été. Au début, c'est maladroit. Vous faites tomber les sabres. Vous trébuchez sur vos propres pieds. À un moment mémorable, vous manquez de vous désarmer vous-même. Mais lentement, douloureusement, quelque chose se met en place. Deux sabres. Pas un désordre chaotique, mais une danse mortelle. Une main dévie, l'autre frappe. Gauche, droite, gauche. Un rythme aussi naturel que la respiration. Vous n'êtes plus lié par les schémas rigides enseignés dans les dojos. Vous créez votre propre rythme, votre propre style, et bientôt, votre technique à deux sabres, le Nitan Ise-Hachiri, devient autant une partie de vous que votre propre rythme cardiaque. La beauté de la chose, c'est que plus personne ne sait comment vous combattre. Les combattants à un seul sabre sont déconcertés. Les lanciers sont frustrés. Les archers n'ont même pas la chance d'être frustrés. Vos ennemis s'attendent à une menace, ils en reçoivent deux. Ils se préparent à un duel au sabre. Ils sont submergés par un ouragan. Les samouraïs plus formels secouent la tête de dégoût,
marmonnant dans leur saké sur le manque de respect envers des siècles de tradition. Mais vous ne les entendez pas. Vous êtes trop occupés à survivre, à gagner, à innover. Vous ne vous battez pas pour des points de style. Vous vous battez pour tracer un nouveau chemin à travers un monde rigide et mourant. Un chemin où l'adaptabilité, et non l'ascendance, est la véritable marque de la maîtrise. 2 sabres, un seul but, la victoire. Et vous ne faites que commencer. L'écrasement des Yoshioka. À présent, vous vous êtes taillé une sacrée réputation. Vous êtes la tempête qui dérive en ville. Terrasse le champion local et disparaît avant que quiconque ne puisse même commencer à graver votre nom sur une plaque de bois. Mais finalement, les tempêtes ont besoin de montagnes plus grandes à affronter. Entrez dans l'école Yoshioka. Le clan Yoshioka n'est pas un quelconque dojo de village. Ils sont l'élite. Ils sont puissants. Leur nom a du poids à Kyoto, le cœur culturel du Japon. Une ville remplie de robes de soie, de barbes soigneusement taillées et d'égos de la taille de petites montagnes. Les Yoshioka n'enseignent pas seulement l'escrime. Ils sont pratiquement une institution. Gagner un duel contre eux serait comme un groupe de garage débutants qui s'incrustent dans un opéra royal et volent la vedette, ce qui, naturellement, ressemble exactement au genre de choses que vous feriez. Alors vous marchez dans Kyoto, poussiéreux, débraillé, et sentant probablement un léger parfum d'eau de rivière et d'obstination, et vous lancez un défi à Yoshioka Seijre, le chef de l'école. Seijre, étant un homme fier et totalement convaincu que vous n'êtes qu'un vagabond sauvage avec une pulsion suicidaire, accepte. Le combat est fixé. Les formalités sont arrangées. Tout le monde s'attend à ce que ce soit une leçon rapide et embarrassante pour vous. Un rappel public que les guerriers corrects ne se font pas déclasser par des hernins sauvages. Tout le monde, sauf vous. Quand le duel arrive, il n'y a pas de discours élaboré, pas de pause dramatique, juste vous. Calme comme une pierre dans un lit de rivière, faisant face à un maître de l'escrime de la haute société. Et quand le moment frappe, vous n'hésitez pas. Vous fracassez ses défenses comme un typhon à travers un paravent en papier. Seijre est vaincu. Pas poliment, pas cérémonieusement, brutalement. Le maître Yoshioka, autrefois si fier, est humilié devant ses élèves, ses mécènes et la moitié des citoyens de Kyoto amateurs de commérage. Et vous, vous ne restez pas pour vous vanter. Vous ne vous pavanez pas dans les rues en recueillant les applaudissements. Vous hochez la tête une fois, peut-être resserrez-vous votre cape en lambeaux contre la brise, et vous fondez dans les ruelles sombres de la ville. Parce que dans votre esprit, il n'y a pas encore de victoire finale. Seulement le prochain duel, seulement le prochain défi. Vous avez fissuré les fondations d'un empire. Mais vous savez que les Yoshioka ne laisseront pas cet affront impuni. Pas sans sang. Et vous, vous êtes prêts pour eux. La chute continue. L'école Yoshioka n'encaisse pas bien l'humiliation. Perdre contre un RNIRN sauvage, un homme qui dort probablement plus près des chèvres que des paravents dorés, n'est pas juste une blessure à leur fierté. C'est une blessure corporelle complète. Alors, naturellement, ils font ce que toute institution prestigieuse avec un ego meurtri ferait, ils envoient le frère suivant. Entrez Yoshioka dans Shishir. On pourrait dire que dans Shishir est la suite plus grande et plus en colère de Seijre. Plus de muscles, plus de rage, moins de patience. Il vous défie à un autre duel formel, déterminé à effacer l'embarras de la famille, de préférence en vous effaçant de l'existence. La ville bourdonne d'anticipation. Un autre combat de Musashi. L'épéiste sauvage trouvera-t-il enfin son maître? L'honneur sera-t-il restauré? Quelqu'un passera-t-il le saké, s'il vous plaît? Vous, cependant, êtes aussi calme que jamais. Si Dan Shishir pense que la colère va gagner ce combat, il n'a manifestement pas prêté attention. Le jour du duel arrive. La foule se rassemble. Les paris sont placés. Des vendeurs vendent des brochettes de poisson grillé aux spectateurs excités, car rien ne se marie mieux avec un combat à mort qu'une collation légère. Quand Dan Shishir entre dans l'arène, il ressemble à un nuage d'orage sous forme humaine, armé, en armure et hérissé de fureur. Vous avez à peu près la même apparence que d'habitude. Sandales usées, vêtements simples. Un regard dans vos yeux qui dit « J'ai déjà planifié 3 façons de mettre fin à cela, et 2 d'entre elles sont légèrement insultantes. » Le duel commence. Dan Shishir charge,
lourd et dur, visant à vous écraser par la force brute. Mais vous, léger, rapide, stratégique, vous vous placez juste hors de portée, lisant chacun de ces mouvements comme une pièce de théâtre mal écrite. Quelques échanges plus tard, c'est terminé. Vous portez un coup dévastateur. Danshishir s'effondre. Le dernier espoir des Yoshioka s'écroule dans la poussière. La foule est stupéfaite, encore une fois. Certains halètent, certains applaudissent. Certains reconsidèrent immédiatement leur choix de vie. Le clan Yoshioka, autrefois puissant, a maintenant perdu 2 fils face à un duelliste débraillé aux pieds nus qui a probablement aiguisé son sabre sur une pierre ce matin-là. Et vous, vous ne faites aucun discours, aucune vantardise fière. Vous vous retournez simplement et partez, silencieux, stable, comme une force de la nature qui n'a pas besoin de s'expliquer. Mais au fond de vous, vous savez que les Yoshioka n'en ont pas fini. Il leur reste un dernier coup désespéré, et il sera tout sauf honorable. L'embuscade. La défaite pique. La défaite publique et humiliante, eh bien, ça brûle comme verser du saké sur une plaie ouverte. Et après avoir perdu non pas un, mais 2 héritiers à votre lame, l'école Yoshioka, autrefois si fière, vacille au bord de l'effondrement. Ils ont un choix, accepter les pertes avec dignité, ou jeter les restes d'honneur qu'il leur reste dans un brasier et tout miser sur un dernier coup désespéré. Devinez quelle option ils choisissent. Les Yoshioka déclarent un autre duel, mais cette fois, ce n'est pas un simple combat d'homme à homme. Oh non. Ils planifient une embuscade. La cible, vous, évidemment. Le but, effacer ce sourire suffisant de votre visage et restaurer l'honneur avec une pluie de sabres. Leur stratégie est simple. Vous attirez dans un duel final contre Matashishir, le nouveau jeune chef de la famille. Un enfant à peine assez âgé pour se raser, poussé en avant comme une figure de proue, tandis que des dizaines de guerriers Yoshioka armés se cachent à proximité, prêts à frapper dès que vous vous montrerez. Juste? Absolument pas. Mais la justice a cessé de faire partie de la conversation il y a environ 2 frères morts. Maintenant, voici ce qui fait de vous, eh bien, vous savez que c'est un piège. Vous pouvez le sentir comme du poisson pourri à 1 kilomètre. Et que faites-vous? Vous vous présentez en avance. Avant que l'embuscade ne soit entièrement mise en place. Avant que les épéistes cachés ne soient en position. Avant que quiconque ne vous attende. Vous glissez à travers la brume du crépuscule comme un fantôme, le sabre déjà dégainé. Matashishir a à peine le temps de crier avant que vous ne l'abattiez. Un coup net, rapide, efficace comme un coup de foudre. Le chaos éclate. Les hommes de Yoshioka sortent des ombres comme des fourmis en colère. Des dizaines d'entre eux. Les sabres brillent, ils crient, ils maudissent votre nom. Et vous, vous ne gelez pas. Vous ne flanchez pas. Vous bougez. Rapide, précis, un flou d'efficacité mortelle. Vous tranchez les aspirants embusqués comme une lame dans du papier de riz, vous glissant à travers leurs rangs, disparaissant dans le crépuscule avant qu'ils ne puissent même s'organiser. Au moment où ils réalisent ce qui s'est passé, vous êtes déjà loin. Une rumeur portée par le vent. L'école Yoshioka, autrefois la fierté de Kyoto, s'effondre dans la disgrâce. Et vous, vous ne restez pas pour célébrer. Vous continuez simplement à marcher. Parce que pour Miyamoto Musashi, le voyage ne concerne pas la vengeance. Il concerne la perfection. Et la perfection exige plus que la victoire. Elle exige l'évolution. Duel contre une armée. Après votre démantèlement de la puissante école Yoshioka, votre légende explose comme un pétard dans un village sec. Seulement, au lieu de l'admiration, votre nom porte une nouvelle saveur de peur. Vous n'êtes plus seulement considéré comme un épéiste dangereux. Vous êtes autre chose, quelque chose de plus difficile à définir et encore plus difficile à affronter. La nouvelle se répand à travers les provinces comme une traînée de poudre. Musashi ne se contente pas de vaincre ses adversaires, il détruit des familles. Un Musashi vaut un bataillon entier. Si vous voyez un homme débraillé portant 2 sabres et sentant vaguement la boue de rivière, courez. Et voici la partie folle, ce n'est même pas une si grande exagération. À ce stade, il semble que des armées seraient mieux adaptées pour vous combattre que des épéistes individuels. Les duels en tête-à-tête? Un jeu d'enfant.
Les embuscades? Essayez encore. Même des groupes de combattants entraînés peuvent à peine vous toucher. Vous avez atteint un niveau où vous affronter ressemble moins à combattre un homme qu'à essayer de se battre à poing nu contre un orage. Une partie de cela est due à votre habileté, bien sûr. Votre technique à 2 sabres, votre stratégie, votre vitesse brute, elles sont inégalées. Mais la véritable arme secrète, c'est la guerre psychologique. La plupart des hommes sont battus avant même d'avoir dégainé leur sabre. Quand ils entendent votre nom, ils se souviennent des histoires. Le garçon qui a tué un samouraï adulte à 13 ans. Le Eren qui a démantelé les Yoshioka comme on casse des brindilles. L'Errant qui utilise n'importe quoi, une rame en bois, une branche au hasard, probablement une oie particulièrement en colère si nécessaire pour remporter la victoire. Ils entrent sur le terrain de duel déjà en sueur, déjà en train de douter. Et le doute, pour vous, sent meilleur que la victoire, car vous avez appris quelque chose de crucial, un sabre peut tuer le corps. Mais la peur tue l'âme. Parfois, vous gagnez des duels sans même lever le petit doigt. Un adversaire voit ce regard froid et stable dans vos yeux, cette légère inclinaison de la tête qui dit « Je t'ai déjà tué dans mon esprit ». Et il s'effondre. Certains se rendent, certains fuient. Quelques-uns chargent courageusement, seulement pour réaliser trop tard qu'ils chargent une force de la nature. Vous n'êtes plus seulement Musashi le duelliste. Vous êtes Musashi la tempête. Musashi l'inartable. Et alors que vous continuez à marcher sur les routes défoncées du Japon, une chose devient claire, il faudra plus que des chiffres, plus que des lames pour vous arrêter maintenant. Les années d'errance. Avec les Yoshioka écrasés et votre réputation au sommet, vous auriez pu faire ce dont la plupart des guerriers rêvaient. Trouver un seigneur riche à servir, obtenir un titre prestigieux, peut-être même décrocher un château avec une plomberie décente. Mais non. Vous choisissez à nouveau la route, car au fond de vous, vous savez que les châteaux sont des cages, même s'ils sont tapissés d'or. Et ainsi commence le long, sinueux et poussiéreux chapitre de votre vie, les années d'errance. Vous dérivez de province en province comme une lame emportée par le vent. Pas de plan, pas de carte, une seule constante, la recherche de la maîtrise. Partout où vous allez, vous cherchez de nouveaux adversaires, de nouveaux styles, de nouvelles idées. Maîtres d'armes, moines, lanciers, bandits. Peu importe qui ils sont ou ce qu'ils sont. S'ils savent quelque chose que vous ne savez pas, vous voulez les affronter. Parfois, vous les défiez. Parfois, ils vous défient. Parfois, vous vous heurtez simplement à eux en essayant de voler une boule de riz particulièrement juteuse et vous vous retrouvez d'une manière ou d'une autre dans un duel. La vie de voyage est désordonnée. Votre style évolue encore et encore. Comme une rivière creusant de nouveaux chemins dans la pierre. Vous vous adaptez, affinez, et abandonnez ce qui ne vous sert pas. Vous ne vous battez pas pour l'argent. Vous ne vous battez pas pour la gloire. Vous vous battez pour le frisson de devenir. Chaque adversaire est un miroir, vous montrant vos propres défauts. Et chaque fois que vous brisez ce miroir, vous en sortez plus affûté. Vos vêtements deviennent encore plus rudes, votre sabre encore plus rapide, votre esprit encore plus dangereux. Les gens commencent à raconter des histoires sur vous. Des histoires étranges, mythiques. Musashi a combattu 3 hommes à la fois en utilisant seulement un éventail. Musashi a vaincu un maître lancier avec une canne à pêche cassée. Musashi a un jour regardé un ours si intensément que l'ours s'est excusé et est parti. Sont-elles vraies? Peut-être. Peut-être pas. Mais vous ne prenez pas la peine de corriger qui que ce soit, car vous n'êtes pas intéressé par le polissage de votre légende. Vous êtes intéressé par l'affûtage de votre âme. Et si ce chemin vous mène plus profondément dans les forêts, sur des rivières gelées, à travers des cols de montagnes poussiéreux, qu'il en soit ainsi. La route est maintenant votre maison, l'horizon sans fin votre compagnon. Tandis que d'autres guerriers lient leur destin à des seigneurs et à des lignées, vous ne liez le vôtre qu'à la lame et à la quête sans fin et affamée de quelque chose de plus grand que la victoire, quelque chose comme la vraie compréhension. Et vous savez que vous vous en approchez. La lame et le pinceau. Alors que les kilomètres s'accumulent et que les saisons se confondent, quelque chose d'inattendu commence à s'agiter au plus profond de votre âme endurcie par la bataille. Une aspiration à quelque chose de plus. Pas plus de duels, pas plus de sang, pas même plus de victoires.
Quelque chose de plus calme, de plus profond, l'art. Cela commence subtilement. Après une longue journée d'entraînement ou de voyage, vous vous retrouvez à prendre un pinceau au lieu d'un sabre. Au début, votre calligraphie ressemble à ce qui se passe quand un chat traverse de l'encre fraîche. Pas exactement de qualité muséale. Mais tout comme avec l'escrime, vous ne vous attendez pas à être bon tout de suite. Vous vous attendez à devenir bon par la patience, la discipline, la pratique acharnée. Bientôt, vous peignez des paysages. Des collines, des rivières, des oiseaux figés en plein vol. Les coups de pinceau sont presque comme les mouvements d'un sabre, fluides, précis, vivants. Et vous réalisez quelque chose de profond. Le même esprit qui guide votre lame peut guider votre main. L'escrime et l'art ne sont pas des opposés. Ils sont des jumeaux. Les deux exigent de la présence. Les deux exigent de l'équilibre. Les deux exigent la capacité de voir le monde clairement et de laisser ensuite une marque sur lui avec grâce et certitude. Ce n'est pas seulement la peinture. Vous sculptez des statues en bois. Vous pratiquez la cérémonie du thé avec le soin d'un général se préparant à la guerre. Vous étudiez la poésie, la philosophie, le bouddhisme zen. Vous devenez étrange, d'une certaine manière. Un Eren qui peut tuer 10 hommes avant le petit déjeuner et peindre une délicate aquarelle d'une branche de cerisier en fleurs à l'heure du déjeuner. Vos pères ne savent pas vraiment quoi en penser. Musashi, le gars qui a écrasé les Yoshioka, le gars qui a combattu Sasaki Kojir, il peint maintenant. Certains rient, certains se moquent. Vous vous en fichez, car vous voyez quelque chose qu'ils ne voient pas. La victoire est temporaire. La maîtrise est éternelle. Un sabre gagne des batailles. L'art gagne l'immortalité. Et au fond de vous, vous comprenez quelque chose d'encore plus important. Un jour, votre corps faiblira. Votre main d'épée ralentira. Les duels prendront fin. Mais votre esprit, votre âme, votre vision, cela peuvent perdurer. À travers l'encre, le bois, les mots. Vous n'êtes plus seulement un guerrier. Vous devenez un créateur, sculptant votre esprit dans le monde, un coup de pinceau parfait à la fois. Et alors que vous êtes assis près d'une rivière tranquille, le pinceau à la main, un sourire flotte sur votre visage. Le chemin est plus large que vous ne l'auriez jamais imaginé, et il ne fait que commencer. Le rival, Sasaki Kojir. Alors que vous vous enfoncez dans la trentaine, avec une traînée d'adversaires vaincus s'étirant derrière vous comme un défilé particulièrement violent, un nouveau nom commence à parvenir à vos oreilles, Sasaki Kojir. Au début, ce ne sont que des chuchotements dans des auberges enfumées et des carrefours poussiéreux. Il y a un homme avec une lame comme un éclair. Son sabre est si long qu'il pourrait abattre un oiseau du ciel. Il est invaincu, tout comme vous. Intéressant. Vous n'êtes pas du genre à être ébranlé par la réputation. Après tout, vous êtes la réputation dont les autres guerriers font des cauchemars. Mais Sasaki Kojir est différent. Il n'est pas un maître de dojo arrogant attendant d'être humilié. Il n'est pas le garde du corps désespéré d'un noble s'accrochant aux anciennes traditions. Il est rapide, mortel, précis. Et il porte un sabre si absurdement long, le Mono Shizao, le séchoir à linge, que vous vous demandez à moitié s'il ne compense pas quelque chose. Vous ne le dites pas à voix haute. Ce serait impoli. Le style de Kojir, la coupe de l'hirondelle, est célèbre. Il imite le mouvement des ailes d'un oiseau. Rapide, élégant, impossible à prédire. Il n'est pas seulement bon. Il est une force de la nature. Un miroir de vous, mais poli, royal, presque civilisé. Et d'une manière étrange, vous êtes excité. Enfin, un vrai défi. Pas un autre vantard pompeux à humilier, pas une autre foule d'amateurs à déjouer. Quelqu'un qui pourrait réellement vous forcer à puiser plus profondément, quelqu'un qui pourrait vous affûter d'une manière qu'aucun duel n'a jamais fait. La nouvelle vous parvient finalement que Kojir a été nommé maître d'escrime pour un seigneur. Grand honneur, bon salaire, vêtements neufs. Vous dormez encore dans des granges, utilisant occasionnellement votre cape de voyage à la fois comme couverture et comme serviette de table. Mais cela n'a pas d'importance, car vous savez que des chemins comme le vôtre et celui de Kojir ne sont pas destinés à être parallèles pour toujours. Ils sont destinés à entrer en collision de manière spectaculaire. Les rumeurs gonflent autour de vous comme les nuages qui s'amoncellent avant un orage.
Deux épéistes invaincus. Deux maîtres du timing et de la mort. Deux légendes, mais un seul destin. Et quelque part à l'intérieur, sous le calme et la calligraphie, le vieux feu s'agite à nouveau. Le loup lève la tête. La lame vibre d'anticipation. Vous souriez légèrement, car vous savez ce qui s'en vient, et vous êtes prêt. Le duel de Ganrijima. Le défi n'arrive pas enveloppé d'or ou chanté par des héros. Il vient en mots calmes et sérieux, transmis par des messagers méfiants. Sasaki Kojir a accepté. Il vous rencontrera sur le champ de bataille. Pas de politique, pas de seigneur, pas d'armée, juste deux hommes, deux lames, et une promesse suspendue dans l'air humide. Le duel est organisé sur une minuscule île rocheuse dans le détroit de Kanmon, Ganrijima. Assez isolée pour l'intimité, assez plate pour un combat propre, assez dramatique pour que les dieux eux-mêmes puissent tirer une chaise pour regarder. Vous entendez les détails avec le même calme que vous portez depuis des années. Là où d'autres arpenteraient nerveusement, affûtant leurs lames et écrivant des lettres d'adieu larmoyantes, vous haussez à peine les épaules. Défi accepté. Pourtant, vous vous préparez, mais pas de la manière dont vos ennemis s'y attendraient. Vous ne passez pas des nuits blanches à polir votre armure. Vous ne composez pas de poèmes de mort élaborés ni ne vous souciez de la tenue de cérémonie. Vous ne prenez même pas la peine de vous faire couper les cheveux, à en juger par la crinière sauvage que vous arborez ces jours-ci. Au lieu de cela, vous aiguisez votre esprit. Vous étudiez Kojir comme un chasseur étudie une proie dangereuse. Vous apprenez son timing, sa technique, ses habitudes. Rapide, précis, mortel à moyenne portée. Bien. Parce que vous avez déjà décidé que vous n'allez pas combattre Kojir à son propre jeu. Ce serait du suicide. Vous allez changer complètement les règles du jeu. Vous demandez un petit bateau pour vous emmener sur l'île le jour du duel. Vous sculptez un sabre en bois, un bokken, à partir d'une rame pendant le trajet. Un simple morceau de bois, à peu près de la longueur de la lame absurdement longue de Kojir. Pas d'acier poli, pas d'armure étincelante, juste du bois brut et une intention tranchante. Parce que vous comprenez quelque chose que la plupart des guerriers n'apprennent jamais, la victoire ne consiste pas à utiliser la meilleure arme. Elle consiste à utiliser le meilleur esprit. Alors que vous ramez vers l'île, le vent dans vos cheveux et le sel sur votre peau, vous le sentez. Le calme avant la tempête. La tension qui monte de deux titans sur le point d'entrer en collision. La certitude silencieuse et palpitante que ce jour, ce combat, résonnera à travers le temps. Et vous souriez, juste un peu, parce que vous n'êtes pas ici pour survivre. Vous êtes ici pour gagner. Le choc des titans. Le bateau heurte le rivage de Ganrijima. Et vous sortez, berçant votre sabre en bois improvisé, une rame sculptée, rugueuse et non polie, sentant encore faiblement l'eau de la rivière et l'obstination. De l'autre côté de la plage, vous le voyez. Sasaki Kojir. Il attend déjà. Grand, mince, calme, vêtu d'élégantes robes, portant son fameux mono Oshizao, le séchoir à linge, un sabre si long qu'il semble appartenir au mât d'un navire plutôt qu'à un duel. Il est poli, préparé, parfait. Et vous, vous avez l'air d'avoir atterri sur la plage par accident après une nuit particulièrement animée dans une taverne. La foule serviteurs, témoins, pêcheurs curieux murmurent en vous voyant. Certains ricanent. Certains secouent la tête. Il est en retard. Il est irrespectueux. Il est armé d'un bâton. Les lèvres de Kojir se serrent en un rictus. Il est déjà en colère, déjà déséquilibré. Bien. C'est ce que vous vouliez. Vous n'êtes pas arrivé en retard par arrogance. Vous êtes arrivé en retard pour le perturber, pour briser son rythme avant même que les lames ne se croisent. Parce que vous comprenez qu'un duel ne se gagne pas lorsque les sabres frappent. Il se gagne au moment où l'adversaire perd le contrôle de son esprit. Kojir, incapable de se contenir, dégaine son sabre massif d'un mouvement fluide et magnifique. On dit que la coupe de l'hirondelle, sa technique signature, peut sectionner les ailes d'un oiseau en plein vol. Rapide, précise, incroyablement mortelle. Mais alors qu'il bouge, quelque chose se passe. Quelque chose de subtil, de critique. Il hésite, juste le temps d'un clignement d'œil, déstabilisé par votre apparence débraillée, votre audace, le spectacle absurde d'un homme avançant calmement avec un bokken.
Et c'est tout ce dont vous avez besoin. Vous vous élancez, plus rapide qu'un faucon en piqué. Votre sabre en bois siffle dans l'air salé. Un seul coup parfait. Le craquement du bois contre le crâne résonne sur l'île. Kojir s'effondre. Instantané. Final. Le puissant Sasaki Kojir, le coupeur d'hirondelles, le maître d'escrime, la légende invaincue, gît brisé sur le sable. Le silence tombe. Les bouches sont baies. Les pêcheurs arrêtent de mâcher leurs boules de riz à mi-chemin. Même les mouettes semblent momentanément stupéfaites. Et vous, vous abaissez votre rame, la respiration régulière, le cœur calme. Un autre duel, une autre victoire. Mais quelque chose dans l'air semble différent, plus lourd. Parce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas seulement vaincu un épéiste. Vous avez mis fin à une ère. La solitude du sommet. Ganrijima est silencieuse après l'affrontement. Les vagues lèchent paresseusement le sable parsemé de sang. Le vent murmure à travers l'herbe comme s'il avait peur de déranger ce qui vient de se passer. Vous vous tenez au-dessus du corps tombé de Sasaki Kojir, le sabre en bois brut toujours lourd dans votre main. Victoire complète, indéniable. Mais alors que l'adrénaline s'estompe, quelque chose de plus froid s'infiltre dans vos os. Vous regardez autour de vous. Les témoins, les serviteurs samouraïs, même les pêcheurs, tous vous regardent comme s'ils voyaient un fantôme. Pas un homme. Il n'y a pas de cri de triomphe, pas de clameur de célébration, seulement le silence. Un silence lourd et incertain qui colle à votre peau plus étroitement que la sueur. Parce qu'aujourd'hui n'était pas juste un autre duel. Ce n'était pas un champion local ou un héritier arrogant que vous avez vaincu. C'était lui. Sasaki Kojir, le saint de l'épée à part entière, le seul homme qu'il pensait capable de se mesurer à vous. Et maintenant, il gît là, froissé comme un éventail cassé. Vous réalisez quelque chose à ce moment-là, quelque chose que vous n'aviez pas vraiment compris jusqu'à présent. À une certaine hauteur, il n'y a plus de rivaux. Il n'y a plus d'égaux. Juste un sommet solitaire, au-dessus des nuages, et vous, debout là, seul. Vous vous retournez sans cérémonie et vous vous éloignez, laissant le corps derrière vous, laissant les regards, le jugement, les légendes murmurées qui commencent déjà à germer comme de la mauvaise herbe dans le sable. Alors que vous montez à bord du petit bateau pour retourner sur le continent. Le sabre rame en bois heurte le côté de l'embarcation, maladroit et déplacé, tout comme vous vous sentez à l'intérieur. Le batelier, un vieil homme aux mains burinées, rame en silence, n'osant pas parler. Vous regardez l'île qui rétrécit, une petite tache de terre où deux destins se sont affrontés et où un seul a survécu. Ganrijima sera à jamais lié à votre nom. Les poètes en chanteront les louanges. Les scribes l'exagéreront. Les vieillards se disputeront à son sujet dans des auberges enfumées que vous ne visiterez jamais. Mais vous, vous ne ressentez aucune joie, aucune fierté, seulement un sentiment d'irréversible. Le chemin que vous parcourez maintenant n'est pas celui d'un épéiste en quête de gloire. C'est le chemin d'un épéiste en quête de sens. Dans un monde où il reste de moins en moins d'adversaires, la rame claque, l'eau scintille, le vent porte votre nom à travers les vagues, et vous vous demandez tranquillement, que reste-t-il à conquérir quand on a déjà tout vaincu? Le poids de la victoire. La mort de Kojir persiste dans l'air longtemps après que vous ayez quitté Ganrijima. Pas comme un triomphe, pas comme un trophée. Comme un poids. Vous essayez de l'ignorer au début. Un autre duel, une autre victoire, tout comme les dizaines d'autres avant. Mais celui-ci est différent. Parce que Kojir n'était pas un voyou d'un village perdu. Il n'était pas un maître de dojo trop confiant avec plus d'orgueil que de talent. C'était un véritable épéiste. Un miroir de votre propre quête incessante de maîtrise. Et vous l'avez tué. Pas seulement physiquement, mais spirituellement. Vous avez brisé un homme qui, si le monde avait été plus clément, aurait pu se tenir à vos côtés, pas en face de vous. Les gens célèbrent, bien sûr. Ils racontent l'histoire de 100 manières différentes. Musashi est arrivé en retard pour déstabiliser Kojir. Musashi a sculpté un sabre rame en chemin juste pour se moquer de lui. Musashi l'a abattu avant que Kojir ne puisse même cligner des yeux. Les contes deviennent plus grands, plus bruyants, plus ridicules. Le mois prochain,
quelqu'un prétendra probablement que vous êtes arrivé sur l'île à dos de poissons géants et que vous vous êtes battu avec un tronc d'arbre. Vous entendez ces histoires. Vous souriez même à quelques-unes d'entre elles. Mais au fond de vous, rien de tout cela ne ressemble à une victoire. Cela ressemble à la fermeture d'une porte que vous ne pourrez jamais rouvrir. Avec Kojir parti, le monde semble plus petit, plus terne, un peu plus vide. Parce que maintenant vous savez qu'il reste de moins en moins d'hommes capables de rencontrer votre lame avec une véritable compréhension, moins nombreux à pouvoir danser avec vous au bord de la mort, voyant la même vérité belle et terrifiante. Vous n'avez pas seulement vaincu Kojir. Vous lui avez survécu. Et d'une certaine manière, cela semble un fardeau plus lourd. Tard dans la nuit, assis près d'un feu de camp solitaire, vous vous surprenez à rejouer le combat dans votre esprit. Pas avec regret, pas avec culpabilité, mais avec une sorte de respect douloureux. Kojir était votre plus grand défi, et maintenant c'est un fantôme qui marchera à vos côtés pour le reste de vos jours. Vous fixez les flammes. La route devant vous s'étend, plus longue, plus solitaire, plus silencieuse. Et quelque part en vous, vous comprenez. Plus vous remportez de victoires, plus vous héritez de la solitude. Ce ne sont pas les duels qui seront votre perte. C'est le vide qu'ils laissent derrière eux. Le vide de la victoire. Après Ganrijima, le monde vous salue comme étant inarrêtable. L'épéiste qui a fait tomber Sasaki Kojir. Le Eren qui ne craint rien. La légende qui marche parmi les mortels. Et pourtant, malgré toute l'admiration, toute l'aura qui suit vos pas comme de la poussière, vous ne ressentez rien. La victoire brûlait autrefois vivement dans votre poitrine. Un feu alimenté par le frisson de la survie, la faim de maîtrise. Maintenant, elle vacille, faible, privée de sens. Vous vous promenez dans des villages où les enfants font semblant d'être vous, agitant des bâtons et criant votre nom. Dans les auberges, des ivrognes lèvent leur coupe en votre honneur. Racontant des histoires si grandioses que même vous ne vous reconnaîtriez pas, Musashi a combattu 10 hommes à la fois et n'a pas renversé une goutte de son thé. Il peut trancher une feuille qui tombe en 2 à 20 pas de distance. Il a un jour battu un dojo entier en utilisant uniquement son regard. Vous souriez poliment quand vous entendez ces histoires. Vous hochez la tête, vous vous inclinez, vous buvez leur vin de riz, mais à l'intérieur, c'est comme mâcher de la cendre. Parce que vous connaissez la vérité qu'ils ignorent. Les duels n'ont jamais été une question de gloire, jamais une question de construire une légende. Ils concernaient la quête sans fin, douloureuse et magnifique de quelque chose de parfait, de complet. Et maintenant, cette quête semble creuse. Vous rêviez autrefois d'adversaires dignes de vous. Maintenant, vous rêvez de rivières tranquilles, de chemins vides, du vent dans les pins. Parce qu'il n'y a plus d'adversaires à poursuivre. Le monde est trop petit maintenant, trop fragile. Vous regardez d'autres guerriers polir leur armure, polir leur réputation, courir après les titres et les faveurs de la cour. Vous vous sentez comme un loup parmi les chiens de salon. Vous n'avez pas votre place dans les cours ou les châteaux. Vous n'avez pas votre place sur les trônes ou sous les bannières. Vous n'avez votre place nulle part et partout. La victoire, réalisez-vous, est une étrange sorte de mort. La mort de l'effort, la mort de la faim. Vous avez trop gagné. Et le prix de cela est la solitude. Une solitude profonde et vaste qu'aucune boisson, aucune chanson, aucune foule en liesse ne pourra jamais combler. Alors vous continuez à marcher. Pas vers la gloire, pas vers la bataille, mais vers quelque chose de plus calme, quelque chose que vous pouvez presque entendre au bord du vent. Un murmure d'un autre type de maîtrise. Une maîtrise non pas des autres, mais de vous-même. La retraite et la sagesse. La route s'allonge, mais vos pas commencent à ralentir. Pas à cause de l'âge. Votre corps est toujours affûté, vos réflexes toujours plus rapides qu'un serpent qui frappe. Non, c'est quelque chose de plus profond. Quelque chose qui tire aux confins de votre âme, murmurant que les batailles que vous devez mener maintenant ne sont plus là dehors. Elles sont à l'intérieur. Vous commencez à vous retirer de la vie des duels sans fin. Non pas parce que vous craignez la défaite, mais parce que la victoire ne vous nourrit plus. Vous avez tué des géants. Vous avez conquis des maîtres. Et ce faisant, vous réalisez que le seul véritable ennemi qui reste est vous-même. Vous passez plus de temps seul maintenant. Des jours, des semaines, voire des mois,
aéré dans les montagnes et les forêts en solitude. Pas de foule, pas de défi, juste le bambou qui murmure, les rivières qui se précipitent, le ciel infini et vigilant. Le sabre reste à votre côté, mais vous le dégainez de moins en moins. Au lieu de cela, vous tracez de l'encre sur le papier, créant une calligraphie qui coule comme de l'eau. Vous sculptez du bois, façonnant des figures non pas pour tuer, mais pour créer. La même discipline qui a affûté votre tranchant mortel se tourne maintenant vers l'intérieur, affûtant votre esprit. Vous étudiez le bouddhisme zen plus profondément, non pas dans des temples enfumés, mais par vous-même, par l'expérience. Vous méditez sous des cascades. Vous jeûnez jusqu'à ce que votre corps se sente plus léger que l'air. Vous vous asseyez dans une immobilité parfaite, les heures passant comme des secondes. Vous commencez à comprendre que la maîtrise n'est pas une question de domination. C'est une question d'harmonie, d'équilibre, de savoir quand frapper et quand ne pas le faire. Vous réalisez que le duel parfait n'est pas celui où vous écrasez votre adversaire. C'est celui que vous n'avez jamais à mener. Le conflit, voyez-vous, est une vague. La vraie maîtrise, c'est de s'écarter avant qu'elle ne s'écrase. Le loup sauvage qui a déchiré les meilleurs épéistes du Japon est toujours en vous. Mais maintenant, il est assis, calme, au bord de votre conscience. Non pas en cage, non pas brisé. Apprivoisé. Non par la peur, mais par la sagesse. Les gens vous cherchent encore, bien sûr. De jeunes têtes brûlées qui veulent se tester. De vieux maîtres désespérés pour un dernier goût de gloire. Parfois, vous les combattez. Parfois, vous les renvoyez avec un mot, un regard. Et dans les deux cas, vous êtes victorieux. Parce que la bataille pour votre âme, la bataille la plus difficile de toutes, est une que vous commencez enfin à gagner. La grotte de Regan. Finalement, même la route ouverte semble trop bondée, même les montagnes trop bruyantes. Vous avez besoin d'un endroit plus calme, un endroit où les dernières distractions à la gloire, la mémoire, même l'ambition ne peuvent pas vous trouver. Alors vous vous retirez dans une grotte. Pas un grand temple, pas un château sur une colline. Une simple grotte froide et humide, creusée dans le flanc d'une montagne solitaire. Son nom est Regan, la grotte du rocher de l'esprit. Approprié. Vous emportez peu de choses avec vous. Quelques parchemins, un pinceau et de l'encre. Vos sabres, bien sûr, mais ils restent dans leur fourreau, accumulant la poussière alors que les jours se fondent en moi. À l'intérieur des murs de pierre, vous n'êtes plus Musashi le guerrier. Vous êtes Musashi l'étudiant. Un étudiant de l'immobilité, un étudiant de la mort, un étudiant de la vie elle-même. La grotte vous enseigne différemment que le sabre ne l'a jamais fait. Elle vous enseigne la patience, de la même manière que l'eau qui goutte creuse la pierre la plus dure. Elle vous enseigne l'humilité, lorsque même les araignées tissant des toiles paresseuses au-dessus de votre natte de couchage semblent plus sages que le bavardage de l'ambition humaine. Et surtout, elle vous enseigne la perspective. Pour la première fois, vous voyez vraiment les duels, les victoires, les écoles brisées et les seigneurs humiliés. Ce n'étaient que des ombres sur le mur. La vraie bataille n'a jamais été avec eux. Elle a toujours été avec vous-même. Vous écrivez fiévreusement dans la faible lumière, rédigeant des essais sur la stratégie, la philosophie, l'esprit et le vide qui lie toute chose. Chaque mot est un duel contre l'ignorance. Chaque phrase est une parade contre l'ego. Votre pinceau devient maintenant votre sabre. Rapide, délibéré, impitoyable contre le mensonge. Dans le silence de Regan, vous entendez enfin la faible musique qui jouait toujours sous le choc de l'acier. Le chant de la maîtrise, de l'équilibre, de la compréhension. Les gens viennent occasionnellement vous chercher. Des étudiants curieux, des challengers potentiels, des pèlerins espérant un aperçu de la légende. Certains, vous les rencontrez avec gentillesse. D'autres, vous les renvoyez avec quelques dures vérités. Mais la plupart du temps, vous êtes seul. Et vous êtes en paix avec cela. Parce que vous savez maintenant, la vraie force ne consiste pas à vaincre les autres. La vraie force consiste à maîtriser la seule chose qui compte vraiment, soi-même. Et au plus profond de vous, sous la pierre et le silence, vous êtes en train de gagner le plus grand duel de votre vie. Une respiration à la fois. Le traité des saints gros. À l'intérieur de l'étreinte froide de la grotte de Regan, avec le vent soupirant à l'entrée comme un vieil ami,
vous décidez qu'il est temps. Il est temps de transmettre ce que vous avez appris. Pas par un autre duel, pas par une autre bataille. Mais par des mots. Vous vous asseyez en tailleur sur la pierre nue, le pinceau à la main, l'encre prête, et commencez à écrire. Le traité des 5 gros. Pas un journal intime. Pas une liste de vantardises de vos victoires. Un guide. Un manuel d'escrime, oui, mais bien plus que cela. Une carte de l'esprit. Un plan pour maîtriser le conflit et la vie elle-même. Vous divisez vos enseignements en 5 parchemins, chacun représentant un élément, terre, eau, feu, vent, vide. Chaque parchemin s'appuie sur le précédent. Une stratégie à plusieurs niveaux pour quiconque cherche la vraie compréhension. Le livre de la terre, les fondations. La stabilité. Connaître sa posture, son ancrage, que ce soit au combat ou dans la vie. Le livre de l'eau, l'adaptabilité. La flexibilité. Contourner les obstacles, s'écouler à travers les défis plutôt que de s'y heurter. Le livre du feu, l'agressivité. Le timing. Savoir quand frapper, quand déchaîner la force sans hésitation. Le livre du vent, la perspective. Comprendre les forces et les faiblesses des autres. Non pas pour les copier, mais pour mieux se connaître soi-même. Et enfin, le livre du vide, le plus mystérieux de tous. L'espace entre la pensée et l'action. L'état de pure conscience où la maîtrise réside vraiment. Vous écrivez simplement, sans fioriture. Pas besoin de grands mots. La vérité n'a pas besoin de décoration. Chaque ligne est martelée comme une lame sur une enclume. Directe, tranchante, testée dans la fournaise de la vraie bataille et de la sagesse durement acquise. Vous n'écrivez pas pour la gloire. Vous n'écrivez pas pour impressionner les érudits. Vous écrivez parce que le chemin que vous avez parcouru vous a montré quelque chose de précieux. Et ce serait un crime de le laisser mourir avec vous. Chaque coup de pinceau semble insuffler la vie à un second moi. Un Musashi qui perdurera bien après que vos os se soient transformés en poussière. Vous savez que la plupart le comprendront mal. Certains en effleureront la surface. Quelques-uns pourraient en saisir les profondeurs. Mais c'est suffisant. Car la maîtrise n'a jamais été destinée au plus grand nombre. C'est une route étroite, parcourue par les quelques-uns prêts à endurer, à souffrir, à s'aiguiser contre le monde jusqu'à ce qu'il soit des lames sous forme humaine. Et alors que vous posez le point final sur le dernier parchemin, vous déposez votre pinceau et souriez. Votre plus grand duel est terminé. Votre héritage est écrit. La mort du maître. Les saisons tournent à l'extérieur de l'entrée de la grotte. Les feuilles tombent, les rivières gèlent, les fleurs s'épanouissent. Et vous le sentez, au plus profond de vos os. La fin est proche. Pas un ennemi soudain à déjouer. Pas une attaque surprise apparaît. Non. C'est le seul adversaire qu'aucun sabre ne peut vaincre, la mort. Vous l'accueillez comme vous avez accueilli chaque adversaire, avec calme, avec respect, sans peur. Votre corps, autrefois mince et indestructible, est devenu plus lent. La main qui a sculpté des légendes dans l'air tremble maintenant légèrement en soulevant un pinceau. Les kilomètres sans fin que vous parcouriez autrefois sans y penser pèsent maintenant plus lourd sur vos jambes. Mais votre esprit est plus clair que jamais. Vous ne vous accrochez pas à la vie comme un avare à ses pièces. Vous ne vous déchaînez pas contre la lumière qui s'estompe. Au lieu de cela, vous vous préparez, comme le fait un vrai guerrier. Délibérément, honorablement. Vous façonnez votre propre mort comme vous avez façonné vos duels. Avec précision, avec dignité, avec une conscience totale. Vous vous habillez de vos plus beaux vêtements. Non pas les robes d'un seigneur, mais des vêtements simples et propres, dignes d'un homme qui n'a plus rien à prouver. Vous vous asseyez en tailleur, vos sabres à vos côtés, une main sur votre katana, l'autre reposant doucement sur votre wakizashi. Non pas pour combattre, pour honorer. Les 2 lames qui vous ont servi à travers un millier de batailles méritent d'assister à votre dernier souffle. Vos élèves, les quelques-uns en qui vous avez confiance, se rassemblent tranquillement à l'extérieur de la grotte. Ils regardent, non pas avec chagrin, mais avec révérence. Parce qu'ils comprennent. Ce n'est pas une mort de défaite. C'est une mort de maîtrise. Vous fermez les yeux. Vous inspirez l'air de la montagne, frais,
vif, vivant. Vous sentez le pouls de la terre sous vous. Vous sentez le sang ralentir dans vos veines. Pas de peur, pas de regret. Seulement l'acceptation, seulement la paix. Dans un dernier mouvement stable, vous vous asseyez parfaitement immobile et passez de ce monde. Un guerrier jusqu'au bout. Pas de drame, pas d'agrippement désespéré à la vie. Seulement l'immobilité, seulement la force. Miyamoto Musashi meurt comme il a vécu, invaincu, intact, indompté. Et alors que votre esprit dérive au-delà du voile, quelque part au loin, un millier de fleurs de cerisier dérivent sur le vent, et le sabre se tait. L'héritage immortel. Bien après que votre corps se soit fondu dans la terre silencieuse. Votre nom refuse de mourir. Il s'accroche aux montagnes. Il chevauche les rivières. Il résonne dans les salles des guerriers et des érudits. Miyamoto Musashi, l'homme qui n'a vécu selon les règles de personne, qui a tracé son chemin avec la lame et l'esprit, qui a transformé les batailles en art et la solitude en un royaume. On raconte votre histoire de manière à la fois grandiose et étrange. Certains disent que vous avez combattu 100 hommes seuls. Certains disent que vous pouviez tuer un oiseau en plein vol d'un seul lancer d'un sabre en bois. Certains disent même que vous étiez à moitié démon, né non pas d'une femme, mais de la tempête elle-même. Vous, qui dormiez autrefois sous les arbres avec rien d'autre que vos sabres et une volonté obstinée, vivez maintenant dans l'encre et la légende, à travers des parchemins, des peintures, des romans, des pièces de théâtre. Votre traité des 5 roues devient un trésor, non seulement pour les épéistes, mais pour les généraux, les hommes d'affaires, les philosophes, quiconque cherche à maîtriser le conflit, la maîtrise, ou même soi-même. Dans un monde qui change à chaque saison, vos enseignements restent obstinément vrais. Observez clairement. Bougez de manière décisive. Adaptez-vous comme l'eau. Frappez sans hésitation. Connaissez-vous vous-même entièrement. Vous devenez plus qu'un guerrier. Vous devenez un idéal, un symbole de la lutte éternelle entre la discipline et l'instinct. Un rappel que la vraie maîtrise ne consiste pas à battre le monde, mais à maîtriser la tempête intérieure. Des statues sont érigées en votre honneur. Des sabres portent votre nom. Des jeux vidéo, des mangas, des films. Votre esprit trouve de nouvelles formes que vous n'auriez jamais pu imaginer, s'affrontant sur des écrans et des pages. Mais rien de tout cela ne capture la vérité complète. Parce que le vrai Musashi n'est pas l'homme aux 2 sabres, triomphant sur des ennemis brisés. Le vrai Musashi est l'homme dans la grotte, le pinceau à la main, écrivant des mots pour un avenir qu'il ne verrait jamais. L'homme qui a compris que la force sans sagesse est creuse. Que la vie sans réflexion est une lame sans tranchant. Vous êtes plus que des victoires. Vous êtes plus que des batailles. Vous êtes un chemin, une question, un miroir tendu à quiconque ose marcher seul. Et alors que les siècles passent, que les royaumes naissent et meurent, une chose demeure. Votre histoire murmure encore à ceux qui sont assez audacieux pour l'écouter, marchez sur le chemin, affrontez-vous. Devenez plus. Et quelque part au plus profond de l'immobilité entre les battements de cœur, l'esprit de Musashi sourit. La leçon finale. Si quelqu'un devait demander, des centaines d'années après votre mort, quelle était la plus grande leçon de Musashi, il pourrait s'attendre à des récits d'escrime, de technique, de génie du duel. Et il n'aurait pas tort, mais il n'aurait pas raison non plus. Parce que votre plus grande leçon n'était pas comment gagner un combat. C'était comment vivre et comment mourir sans peur. Vous avez enseigné que la maîtrise ne consiste pas seulement à vaincre les autres. Il s'agit de vaincre la faiblesse en soi. La peur de l'échec, la faim d'approbation, le besoin désespéré de s'accrocher au confort et à la certitude. Vous avez montré que pour marcher sur le vrai chemin, il faut être prêt à le parcourir seul, sans titre, sans applaudissements, sans même la promesse du succès. Vous devez être votre propre maître, votre propre rival, votre propre flamme dans l'obscurité. À travers vos batailles, à travers votre solitude, à travers la grâce simple et féroce de votre vie, vous avez enseigné cette vérité inébranlable, la force sans but est creuse. L'habileté sans esprit est vide de sens. La victoire sans honneur est cendre. Les duels n'ont jamais été le but. Le sang versé, les réputations brisées, ce n'étaient que les échos d'une lutte plus profonde. Le véritable ennemi a toujours été à l'intérieur. Les doutes, les peurs, les illusions. Et vous les avez conquis, non pas par la force brute, mais par la clarté,
la patience, une honnêteté implacable et sans pitié. Votre traité des 5 roues n'est pas un livre sur la façon de tuer. C'est un livre sur la façon de vivre. Stratégiquement, sagement, courageusement. Encore aujourd'hui, lorsqu'un jeune combattant lasse ses gants, ou qu'une âme fatiguée fait face à un carrefour, ou qu'un esprit calme cherche un sens dans un monde bruyant, votre esprit est là. Ne criant pas, ne se vantant pas. Juste debout, silencieusement, au bord du chemin, hochant la tête une fois comme pour dire, tu as déjà tout ce dont tu as besoin. Maintenant, marche. Votre vie a été une bataille. Votre mort a été une méditation. Et votre héritage est un appel, un défi qui s'étend à travers les siècles à quiconque est assez audacieux pour l'entendre. Soyez comme Musashi. Non pas parce qu'il n'a jamais perdu, non pas parce qu'il n'a jamais eu peur, mais parce qu'il a choisi, chaque jour, de se maîtriser lui-même. Et cela, en fin de compte, fut la plus grande victoire de toutes.